Vous la voyez cette scène dans les films ou les séries ? Quand des scientifiques sont tous réunis autour d'une grande découverte et qu'ils essayent d'abord de trouver des explications rationnelles avant d'oser y croire. Là, ils savent tous qu'ils ont quelque chose d'incroyable sous les yeux, mais ils vérifient quand même un sourire au coin des lèvres. C'est presque comme entendre les bons numéros du loto sortir un à un. On sent monter une tension à chaque tirage, à chaque rejet d'une hypothèse rationnelle. Et là, l'incroyable se produit. On est au bout du chemin. On est obligé de se l'avouer. On a trouvé quelque chose qui va changer la face du monde. Et ce petit kiff, ce moment, cet étourdissement, il dure quoi ? Il dure quelques minutes et il laisse un bien-être incroyable derrière lui. C'est comme le sentiment d'avoir été là où on doit être, à sa place. Et ce plaisir est si intense qu'il justifie à lui tout seul tout le mal qu'on se donne pour atteindre nos grands objectifs. Je vous parle du grand moment du petit kiff. L'ufologie est une des communautés les plus en attente de son grand moment. En attendant le sempiternel atterrissage sur la pelouse de la Maison Blanche, l'ufologie soulage ses frustrations à coups d'indices, de théories, d'excès, mais de prudence aussi. Et dire que son grand moment, cette preuve indiscutable de l'existence des ovnis, existe en fait depuis plus de 70 ans. Peut-être que vous ne savez pas ce que ça fait de croire aux ovnis. Ne pas pouvoir s'empêcher d'y penser quand on regarde le ciel, en voiture, en avion, la nuit, le jour. Et se dire à chaque fois, peut-être. Croire aux ovnis, c'est se souvenir que pour des centaines de témoins, ça a commencé par un coup d'œil innocent. C'est aussi avoir le cœur qui bat un tout petit peu trop fort, une microseconde, à chaque fois que vous voyez quelqu'un fixer le ciel d'un regard inquiet. Et bien sûr, comme 97% des cas d'observation d'OVNI ont une explication rationnelle, la plupart du temps, cette personne, elle voit un avion arriver de face, ou un satellite, un ballon météo, un drone, n'importe quoi dont la carlingue peut refléter le soleil couchant, donnant l'impression qu'il s'agit d'une boule de lumière. Et puis, dans 3% des cas, on ne sait pas. Je veux dire, vraiment, sceptique ou convaincu, cette stat revient toujours. Il y a 3% de cas où on sait qu'il y a eu quelque chose et on ne sait vraiment pas l'expliquer. Mais réfléchissez, quand on tombe sur un de ces cas, on ne sait pas tout de suite que c'en est un. Et c'est comme ça qu'on fabrique les grands moments. En faisant monter la température. Un jour, un mystère arrive, on le pose sur la table comme tous les autres et tout le monde essaie de l'expliquer avec quelque chose de rationnel. Jusqu'à ce qu'au bout d'un certain temps, plus personne n'ait la moindre idée de comment expliquer la chose qu'ils ont sous les yeux, à part par l'extraordinaire. Et là... Par exemple, ça, c'est une image du ciel en 1951. Elle provient d'une plaque exposée pendant 50 minutes. On y voit donc les sources de lumière qui sont restées suffisamment statiques pour y être imprimées. Donc les étoiles, les galaxies et le reste. Et pourtant, les chercheurs se sont rendus compte que certains points lumineux étaient parfaitement nets et présents sur une photographie, mais pas sur celle d'après. Ces points, on les appelle des transitoires. Alors les chercheurs font ce qu'ils font toujours, ils posent le mystère sur la table et un premier chercheur tente une hypothèse. Des avions, des montgolfières, impossible, ils auraient laissé des traînées lumineuses, ils n'auraient pas laissé des points stationnaires. Les avions font pas du surplace. Le coupable est forcément immobile dans le ciel, stationnaire. Mais qu'est-ce qui reste fixe, à part les étoiles ? Et là on sent venir l'hypothèse extraordinaire, à moins que ce ne soit un défaut de fabrication des plaques photographiques elles-mêmes. Et effectivement, ces plaques avaient des défauts chimiques. Des artefacts d'émulsion peuvent effectivement imiter des sources lumineuses ponctuelles. Bon, voilà. Comme je vous l'ai dit,
97% des cas ne sont que d'illusoires ascenseurs émotionnels. Pendant quelques instants, vous retenez votre souffle, vous sentez qu'un vertige est possible, le grand moment est peut-être là. Et pour peu que vous soyez un peu trop enthousiaste, vous imaginez déjà le poids de l'histoire avec un grand H se dérouler sous vos pieds. Mais non, aussi décevant que les trucs d'un magicien, l'explication rationnelle vient une fois encore désenchanter l'horizon de nos connaissances. Et vous êtes de retour case départ, comme une leçon qui refuse d'être apprise. Ouais, c'est frustrant l'ufologie. Du moins, quand on y investit trop de croyances. Ben oui, la croyance, ça fait espérer. Bref, il y a 97% des cas qui s'expliquent rationnellement, et 3% de cas inexpliqués qui sont donc rarissimes. Mais savez-vous ce qui est encore plus rare ? Ce qui est encore plus rare, c'est qu'un cas, auparavant classé dans les 97%, se déplace un jour, en fait, dans les 3%. Voici Béatrice Diarol, PhD d'astronomie à l'université d'Uppsala en Suède, assistant professeur-chercheuse à Nordita, l'Institut nordique pour la physique théorique, rattachée à l'université de Stockholm, directrice du projet VASCO, ce qui veut dire disparition et apparition de sources pendant un siècle d'observation. Un projet qui lui vaut le prix L'Oréal UNESCO for Women in Science pour ses travaux sur VASCO. Ce projet, donc, qui utilise nos fameuses plaques photographiques historiques pour les comparer non plus cette fois à l'image précédente et suivante des transitoires, mais pour les comparer à nos relevés du ciel actuels. Et là, il se passe un truc de fou. Avec son équipe, ils mettent sur la table 150 000 objets lumineux présents dans les plaques anciennes et absents dans les plaques actuelles. Mais Béatrice Diarol, elle, c'est une scientifique, elle s'emballe pas. Elle sait qu'il existe des phénomènes transitoires rares mais naturels, des lumières visibles à l'époque et disparues aujourd'hui, et tout à fait explicables, comme par exemple les supernovas, puis des artefacts de scan, des coups, des taches, des rayures. Elle sait que c'est pas 150 000 preuves. N'empêche que, quand elle repère une plaque sur laquelle se trouve un ensemble de 9 points, elle se dit que ça mérite un papier. Béatrice et son équipe publient alors une étude sur les 9 présumées sources lumineuses présentes uniquement sur cette plaque. Elles sont trop nombreuses au même endroit pour être des phénomènes naturels. Alors, elle exclut les astéroïdes, les avions, et elle envisage même une contamination par des particules radioactives, potentiellement liées aux tests de bombes atomiques qu'il y a dans les années 50. Mais elle envisage aussi que ce soit le Soleil qui se reflète en fait sur des objets pas loin en orbite. Tout ça à une époque où les satellites n'existent pas. Spoutnik ne sera lancé que 6 ans plus tard. Son étude conclut que ces transitoires simultanés restent un mystère. Et les auteurs appellent la communauté scientifique à enquêter davantage sur ces anomalies comme il se doit. Vous vous en doutez, Béatrice sera critiquée pour son hypothèse sur les objets en orbite, parce que c'est une façon discrète de dire ovni. Alors, les chercheurs font ce qu'ils font toujours, et une autre étude tombe, démontrant que les 9 points ressemblent, certes, à des sources lumineuses, mais aussi et en tout point à ces foutues dégradations chimiques des plaques. Pas de différence. Et ouais, en 2024, Nigel Hambly et Adam Blair de l'université d'Édimbourg analysent les plaques au microscope et découvrent effectivement que les 9 points peuvent tout à fait être, en gros, des taches. Et comme les taches, c'est beaucoup plus abondant que les ovnis, il est préférable de croire que ce sont des taches jusqu'à preuve du contraire. C'est ça, la pensée scientifique. Ascenseur émotionnel. Retour dans les 97%. L'amertume de la case départ. Mais Béatrice, c'est une guerrière. Mieux que ça, c'est une... Elle lit le papier de Hambly et Blair et elle rage carrément. Elle rage tellement qu'elle se retrousse les manches et elle tape la contre-offensive. Et là, ce qu'elle fait, Béatrice, est super malin. Elle prend la question à l'envers. C'est un truc que j'adore. Elle commence par la fin du labyrinthe. Elle se dit que si ce sont bien des objets en orbite, pas loin de l'atmosphère, qui reflètent le Soleil, en fait, tout ce qu'elle a à faire, c'est une statistique. Simple statistique, parce que le Soleil ne se reflèterait dans de tels objets qu'à des moments précis de la journée, et pas d'autres.
Et là, la question prise à l'envers, elle devient simple. S'il y a beaucoup plus de transitoires au moment où on s'attendrait à trouver des reflets du Soleil dans des objets en orbite, il n'y a plus aucune raison de croire que ce sont des taches. Je veux dire, pensez-y, s'il y a plus de points lumineux à l'heure où un objet en orbite reflèterait le Soleil, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre qu'un objet en orbite reflétant le Soleil? À une époque, j'insiste, où il n'y a pas de satellite. En 2025, l'année de cette vidéo, Béatrice signe et publie un nouvel article dans lequel elle réexamine les profils de brillance des transitoires contestés. Alors, bonne joueuse, elle reconnaît les critiques de Hambly et Blair. Mais elle argue que les profils des 9 transients restent compatibles avec ceux d'étoiles réelles, et que si c'était des artefacts, ils devraient produire des morphologies beaucoup plus différentes les unes des autres. Je vais vous dire, le match est serré de ouf en fait. Et vous savez ce qui serait triste à ce stade ? Ce qui serait triste, c'est qu'une soucoupe volante atterrisse sur la pelouse de la Maison Blanche, là, maintenant. Parce qu'alors, que Béatrice ait tort ou raison, ça représenterait plus autant d'enjeux. Ça porterait plus l'ombre de l'histoire avec un grand H rêvé par les ufologues les plus enthousiastes, convaincus comme sceptiques. Ce grand moment, avoir réussi à débusquer la trace d'un ovni sans que eux-mêmes se manifestent, ce grand moment ne serait plus possible. Tant que la soucoupe n'atterrit pas, l'ufologie a ce goût-là. Et ce goût-là, il va mourir si une soucoupe atterrit un jour. Tant que la soucoupe n'atterrit pas, on peut nourrir ce bras de fer, avec nos rêves, comme avec nos envies d'excellence. Tant que la soucoupe n'atterrit pas, nous la cherchons en y mettant nos meilleurs efforts, notre plus grande intelligence, dans un débat infini qui alimente lui aussi le grand moulin de la science. Je veux dire, qu'on le veuille ou non, l'ufologie fait déjà partie du progrès des sciences. Il n'y a qu'à penser au nombre de gamins qui ont été passionnés par les extraterrestres et puis qui ensuite sont devenus cosmologistes ou astrophysiciens. Et vous savez ce qui serait encore plus triste à ce stade ? C'est que j'oublie de vous parler de ces 5 tipeurs que j'ai envie de mettre à l'honneur dans cette vidéo. Ouais... Merci à Noël Daufavier, merci à Gros, merci à Bartos, merci à Faulty Clouds et merci à Le Sourdre. Ces curieuses et curieux se privent chaque mois de 7 coca, d'un menu Big Mac et fraudent les transports en commun pour qu'on puisse passer ce petit moment agréable ensemble. Je sais, vous avez peut-être rien compris, visitez mon Tipeee pour comprendre cette sombre histoire de privation. Et rejoignez, si le cœur vous en dit, la colonne des producteurs de cette vidéo. Après, il n'y a aucun doute sur le fait que Béatrice va se prendre un nouveau retour critique pour ses publications. D'ailleurs, ces statistiques qu'elle affirme très significatives, elles sont déjà débattues. Oui, ce serait vraiment terrible de ma part de vous laisser là-dessus, alors que ma promesse c'était que la preuve indiscutable des ovnis existe depuis 70 ans. Pas vrai ? C'est pourtant bien ce que je viens de faire. C'est ça l'ufologie. Au moment où je fais cette vidéo, à la question « Que sont ces points lumineux sur cette photographie ?», la réponse est « Je ne sais pas ». Et vous savez quelle autre question a également pour réponse « Je ne sais pas ». Que sont les ovnis ? Et donc, comme chaque preuve de l'existence d'objets volants non identifiés, les points lumineux de Béatrice Yarol attendent une explication, faute de quoi, ce que vous avez sous les yeux, curieuses et curieux, est un authentique ovni, au moment où je fais cette vidéo. Et un jour, ces points lumineux sortiront de la case ovni. Un jour. Et je ne sais pas quelle sera l'explication finale. Mais je sais une chose. Les 3% de cas inexpliqués existent bel et bien. Ils font partie de notre réalité. 3% de cas qui défient notre intelligence et nos connaissances. Là, maintenant. Alors, curieuses et curieux, surtout, prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous cherchez votre grand moment.